Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Je suis actuellement aux mines d'argent et je suis en compagnie de Bruno qui est archéologue minier et responsable du service culturel municipal de l'Argentière l'ABC. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors on va tout d'abord présenter cette mine. C'est une mine d'argent qui du coup a donné son nom à la ville de l'Argentière l'ABC. Et c'est une histoire qui remonte à environ 1000 ans, puisque cette mine a dû être exploitée vers le XIe siècle. On ne connaît pas le détail de comment tout ça a démarré, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archives à la période médiévale. Mais on a compris que, là, après l'an 1000, on a décidé d'exploiter cette mine pour en récupérer notamment l'argent, qui allait servir à frapper de la monnaie, mais aussi le plomb, puisque c'est une mine de plomb argentifère. Et on a compris aussi qu'il n'y avait pas une mine, mais il y en avait plusieurs. Puisque au Moyen-Âge, ce sont des petites entreprises qui exploitent le filon d'argent. Et chaque entreprise a une petite concession, à peine une dizaine de mètres de largeur. Ils peuvent exploiter une tranche de minerai qui s'enfonce dans la montagne. Et à côté d'eux, il y a une autre compagnie minière concurrente, on va dire en quelque sorte, ou pas, ça dépend comment les gens s'entendent. Et ce qui a été remarquable à l'Argentière, c'est que la roche est très dure. La roche dans laquelle le filon est encaissé, c'est une roche faite de silice, on appelle ça de la quartzite. Et par conséquent, comme elle est très très dure, on ne peut pas l'attaquer facilement avec des outils à la main, de sculpter la roche comme on fait d'habitude. On est obligé de recourir à une autre technique qu'on appelle l'abattage par le feu. C'est-à-dire que les mineurs étaient obligés d'emmener à l'intérieur de la montagne des quantités de bois importantes, construire des bûchers de bois bien secs, de les allumer, et du coup la chaleur des bûchers allait provoquer un choc thermique qui allait faire éclater la roche. Et de cette manière-là, patiemment, petit à petit, centimètre par centimètre, on creusait dans la montagne, on récupérait le minerai, qui était amené à l'extérieur pour être traité. Alors on a exploré à peu près 2 km de travaux souterrains qui remontent au Moyen-Âge. On n'a pas pu tout explorer parce qu'il y a des zones qui sont complètement effondrées, mais on sait qu'elles existent parce que à l'extérieur, il y a des grands tas de déblais qui datent du Moyen-Âge, donc on sait qu'il y a un gros réseau souterrain, mais il n'est pas accessible. La partie la plus intéressante qu'on a pu dégager, c'est celle qui est au fond de la gorge du Fournel et qu'on a pu valoriser pour faire des visites touristiques. Cette période médiévale, elle a duré peut-être 2 ou 3 siècles. Et ensuite, la mine est tombée dans l'oubli. Et elle n'a été redécouverte qu'à la fin du XVIIIe siècle. Et là, il y a eu une renaissance de l'exploitation minière avec des nouvelles techniques, puisque là, on ne travaille plus avec le feu, on travaille avec l'explosif. Alors là, c'est une période qui dure à peu près 1 siècle et qui est bien documentée, parce que là, il y a beaucoup de documents d'archives qu'on a retrouvés à Gap, à Paris. Et on connaît très bien qui a exploité cette mine, qui étaient les actionnaires, parce que c'est aussi toujours des compagnies minières, donc des gens de Paris, des gens de Marseille, qui étaient les gérants. Donc il y a eu plusieurs gérants qui se sont succédés. Le plus important, c'était Pierre Suquet, qui pendant une 20aine d'années a exploité la mine et l'a vraiment bien développée, et il s'est enrichi grâce à cette mine. Et puis il y avait des ingénieurs pour faire en sorte qu'on utilise les bonnes techniques minières pour exploiter le minerai. Et puis il y avait différents artisans, forgerons, charpentiers et un grand nombre d'ouvriers et d'ouvrières qui venaient en grande partie d'Italie, puisque au XIXe siècle, dans cette partie des Alpes, ici il n'y a pas beaucoup d'exploitation minière. Et donc du coup, lorsque la mine avait besoin de personnel, elle était obligée d'aller le recruter plus facilement en Italie, de l'autre côté du Mont Genève, dans la vallée de Susa, ou jusqu'à Ivrea, où il y avait des mines en activité et où du coup, il y avait des gens qui connaissaient déjà bien le métier de mineur. Et donc du coup, au XIXe siècle, il y a eu
plusieurs centaines d'ouvriers italiens qui sont venus travailler à l'Argentière et dont certains ont même fait souche, ont habité ici, ont eu des descendants, etc. Dont plusieurs habitants de l'Argentière savent que leurs ancêtres sont venus d'Italie il y a plus d'un siècle, un siècle et demi. Et aujourd'hui, il reste peu de choses des bâtiments autour, mais il reste énormément de choses de cette mine. Vous avez fait de nombreuses recherches en 30 ans déjà. Oui, on a commencé en 1991 et on a fait d'abord une sorte d'audit, savoir est-ce que ce patrimoine était intéressant ou pas. Donc ça, on s'en est vite rendu compte en travaillant pendant un mois, pendant l'été de 91. On s'est rendu compte qu'on avait affaire à un réseau souterrain qui était bien conservé, avec en tout une dizaine de kilomètres de réseau souterrain accessible, qui avait des ruines au fond de la gorge du Fournel, certes en mauvais état, mais en fouillant le sol, on retrouvait les vestiges des machines qui avaient été utilisées au 19e siècle. Et du coup, tout ça, ça a entraîné la création d'un service culturel au sein de la ville de l'Argentière-la-Bessée. Et les fouilles archéologiques se sont succédées année après année, plus un travail continu tout au long de l'année, en hiver notamment, pour explorer la mine. Et ça a permis de se rendre compte que finalement, cette mine qui était un petit peu sous-estimée avant, finalement, elle avait été quand même une des premières entreprises du département au milieu du 19e siècle, qu'elle avait un petit peu forgé le visage industriel de la ville de l'Argentière avant même qu'il y ait le Péchinet et l'industrie de l'aluminium. Et elle s'est arrêtée car ? Et la mine s'est arrêtée en 1908 parce qu'il n'y avait plus de minerai, tout simplement. Et l'histoire d'une mine est toujours un peu complexe. Il y a une phase de démarrage, une entreprise qui essaye de lancer des travaux et puis ils commettent des erreurs ou c'est pas le bon moment, donc ils se plantent, ils font faillite. Il y a toujours une période d'apogée, donc là c'était pendant l'exploitation de Pierre Suquet, qui a duré une vingtaine d'années, et puis après il y a un déclin et puis des tentatives de reprise qui échouent et donc la dernière tentative c'était dans les années 1900, une grosse compagnie minière de la côte varoise et a tenté de relancer l'exploitation, a creusé plusieurs kilomètres de galeries, mais finalement ça n'a pas bien fonctionné. La mine a dû fermer définitivement en 1908. Et alors le site a été laissé à l'abandon. Il y a des ferrailleurs qui sont venus récupérer du matériel. Et pour beaucoup de gens du coin, la mine était complètement oubliée jusqu'à ce qu'on redémarre l'étude en 91. Quelques chiffres à l'époque de ce que représentait cette mine. Eh ben, à la période moderne, donc qui est bien documentée, la mine de l'Argentière, c'est peut-être 300-400 personnes qui travaillent, d'où la première entreprise du département pendant certaines années. C'est une production de plusieurs tonnes de minerais par an qui partaient à Marseille pour être fondus et de là on en retirait le plomb et l'argent qui rentrait dans le commerce. Et comment était étudiée cette mine, ces différents chantiers, comment étaient-ils réalisés ? Alors pour comprendre cette mine, il y a eu plein d'approches différentes. J'ai parlé des archives qu'il a fallu retrouver dans des fonds spécialisés, les transcrire et les comprendre. Il y a eu un gros travail de prospection en surface, puisqu'il y avait plein de travaux miniers qui étaient dispersés dans la montagne. Il a fallu les retrouver dans des endroits parfois très escarpés. Et puis, le plus gros travail, ça a été d'étudier la mine le réseau le plus important, qui est au fond de la gorge, qui avait une particularité, c'est que ce réseau souterrain, il passe sous le torrent. Et pendant le XXe siècle, on pense que c'est pendant la grande crue de 1928, par des fissures, le torrent est rentré dans la mine, l'a inondé et a déposé du sable partout. Si bien que la majeure partie du réseau était plein de boue. Et il a fallu le nettoyer. Et ça a pris du temps. Gros travail déjà, il fallait réouvrir l'entrée principale de la mine qui était éboulée, la galerie de la Rebesse. Donc ça a pris du temps. Et puis ensuite, on s'est retrouvé avec un mur de boue devant nous. Et il a fallu dégager mètre après mètre à peu près
on a dégagé environ 800 mètres de galeries qui étaient pleines de boue. Et ça a pu se faire que grâce à des chantiers de jeunes bénévoles. Des chantiers internationaux qu'on pratique maintenant donc depuis 30 ans. D'abord, on a travaillé avec une association qui s'appelait Action Urgence Internationale, une association de Montpellier, qui s'occupait de trouver les volontaires et d'organiser le chantier au niveau logistique. Et puis là, maintenant, depuis 3 ans, on travaille avec le club du Vieux Manoir, qui s'occupe donc de trouver des jeunes, de les héberger dans un camp au bord du plan d'eau de l'Argentière, de les nourrir, etc. Et nous, l'équipe du service culturel, on s'occupe de les encadrer techniquement sous terre. Donc c'est un gros travail de manuel. On enlève les alluvions à la main, à la pelle, à la pioche, on les verse dans des brouettes et on ramène ça dehors et on rend les alluvions au torrent. Et ça fait on a calculé que depuis donc le début, on avait à peu près bougé 15 000 tonnes d'alluvions dans cette mine. C'est énorme. Et le résultat est spectaculaire puisque des endroits où avant on pouvait à peine se faufiler à plat ventre, et bien aujourd'hui on peut circuler debout. Et le fait que la mine a été complètement noyée et ensablée, ça a permis de conserver des vestiges qui, en temps normal, auraient dû disparaître. C'est-à-dire que le bois aurait dû pourrir, et le métal aurait dû rouiller. Et là, comme c'était conservé dans une gangue de sable humide, ça s'est bien conservé. Et on a pu retrouver comme ça, au cœur de la mine, une salle avec des machines, une machine de pompage, une machine de treuillage, et ce qui en fait aujourd'hui le clou de la visite. Et les fouilles continuent-elles aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on fait encore beaucoup de travaux, mais surtout d'aménagement. On essaye de sécuriser le site, de le rendre plus confortable, plus accessible. Donc on est amené à faire soit avec des entreprises, soit nous-mêmes des travaux en régie, des petits travaux. Et des fois on a des surprises. Par exemple, là en ce moment on est en train de dégager une zone pour refaire un mur de soutènement à l'entrée de la mine. Et on a eu la surprise de découvrir que derrière ce mur, du temps de la mine, on avait jeté des déblais pour faire une terrasse. Et dans ces déblais, on a retrouvé des petits objets qui venaient en fait d'un laboratoire. C'est-à-dire que la mine avait son propre laboratoire pour faire des essais pour connaître la teneur en argent du minerai. Et ce laboratoire utilisait des petits morceaux de céramique, on appelle ça des coupelles. C'est là-dedans qu'on faisait les essais. Et ces coupelles ne servent qu'une fois. Donc du coup, il les jetait. Et il les avait jetés derrière ce mur. Et là, par hasard, on en a retrouvé déjà une bonne vingtaine. Et donc c'est un travail qu'on va continuer de faire dès que la neige sera partie, au printemps. On va continuer de dégager derrière ce mur, ce dépotoir où on a jeté les restes du laboratoire. Et oui, on peut présenter brièvement tous les bâtiments qu'il y avait autour, donc un laboratoire, enfin la mine en elle-même bien sûr. Alors, dans un établissement minier, il y a plein de types de bâtiments. Il y a des bâtiments qui sont liés à l'entretien de l'outillage, donc c'est la forge. Il y a un bureau pour l'ingénieur, un laboratoire pour faire des essais de minerais, une charpenterie, et puis les ateliers où on fait le traitement du minerai. C'est-à-dire des espèces de grands hangars dans lesquels il y avait des machines qui étaient mues par la force hydraulique du torrent, c'est-à-dire des roues de moulin qui faisaient tourner ces machines, qui allaient broyer et laver, trier le minerai. Et puis bien sûr, à côté de ça, il y avait des bâtiments d'habitation pour le personnel encadrant. Donc il y avait le directeur de la mine qui avait construit sa propre maison, qu'on appelait d'ailleurs le château de la mine, parce que c'était une belle maison bourgeoise. Il y avait le logement de l'ingénieur, le logement du comptable. Par contre, les ouvriers ne résidaient pas sur place. Il n'y avait pas assez de place au fond de la gorge, donc eux, ils étaient obligés de se loger chez l'habitant. Il n'y a jamais eu de cité ouvrière de construite. Ils se débrouillaient pour loger chez l'habitant. C'est d'ailleurs une des questions qu'on n'a pas très bien résolues, parce qu'il y avait quand même 150 mineurs italiens. Il fallait qu'ils arrivent à se caser quelque part. Et donc, a priori, dans les logements que les habitants de l'Argentière auraient pu leur louer. Merci beaucoup. Et on retrouve également Sébastien, agent de valorisation du patrimoine.
à la mine d'argent de l'Argentière-la-Bessée, aussi appelée la mine du Fournel. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors on va parler plutôt du côté visite avec toi. Comment se déroule par exemple une visite à l'heure actuelle ? Et oui, c'est vrai que avec la valorisation patrimoniale et les recherches archéologiques, dès le départ, dès les années 90, eh bien des visites ont commencé à avoir lieu sous terre, dans un petit réseau au départ, puisqu'il y avait peu de galeries accessibles. Mais au fil du temps, tout ça s'est grandement amélioré. Et aujourd'hui, on propose des visites qu'on appelle la visite incontournable, une visite classique qui dure 1 heure sous terre. Et on parcourt à peu près 600 mètres de galeries, en partant dans un premier temps des galeries du 19e siècle. Et on va remonter le temps pour finir la visite dans des petites galeries médiévales. Donc pour faire cette visite-là, on donne rendez-vous à tous nos visiteurs au musée de la mine. C'est l'étape obligatoire. Donc au musée, il y a la partie accueil évidemment, il y a des vestiges qui ont été découverts à l'extérieur ou à l'intérieur qu'on a mis en vitrine. Donc on peut déjà découvrir comment ça touchait du doigt un peu cet esprit minier. Quelques petits panneaux explicatifs pour ceux qui veulent avoir des informations plus précises. Une vidéo d'une 20aine de minutes qui vraiment nous a fait approcher encore plus ce que c'est que la mine d'argent de l'Argentière. Et après ces 20 minutes de vidéo, eh bien on part soit avec une navette, soit avec les véhicules personnels, ça dépend un peu de la saison. On part jusqu'au site minier qui est à 3,5 km du musée. Une fois arrivé au parking, la visite guidée va commencer ici. Et il faut descendre d'abord sur un petit sentier de montagne pour atteindre le fond de la gorge où se trouve le site d'exploitation. Donc sur ces 600 mètres de descente et 80 mètres de dénivelé, c'est ponctué de 2-3 arrêts où on peut observer quelques ruines des bâtiments qui ont été évoqués par Bruno. On peut regarder le torrent, on peut commencer déjà à voir cette roche ultra dure qui est la quartzite et qui contient le filon qui a été recherché par les mineurs. Donc voilà, étape par étape, petit à petit, on commence à s'approcher de la mine, jusqu'à un petit bâtiment, le seul qui a retrouvé son toit aujourd'hui, qu'on appelle le magasin. C'est là où il stockait les outils, le matériel courant pendant la phase d'exploitation. C'est là où nous on a nos casques et tout notre matériel également. Donc après une introduction sous un petit préau ombragé, eh bien on va, ça y est, enfin aller à l'intérieur de la mine équipé avec un casque et en 1 heure parcourir et comprendre tous ces secrets. Et avec en ressortant une jolie surprise. En sortant, un paysage à couper le souffle. On se retrouve face au torrent, on retrouve le grondement du torrent et puis ces eaux claires lorsqu'il n'y a pas eu d'orage juste avant. D'autres visites? Oui, cette visite incontournable, c'est vrai qu'elle est quotidienne. En plein été, on peut en faire jusqu'à une 15aine par jour, le matin, l'après-midi. Mais on a créé aussi des visites thématiques qu'on va surtout faire en fin d'après-midi en plein été ou ponctuellement sur le hors-saison. On va retrouver une visite, par exemple, qu'on appelle la privilège. Cette visite privilège, c'est l'aventure intérieure. Elle se fait en petits groupes. Autant la visite incontournable, c'est une 15aine de personnes environ, autant cette visite privilège, c'est par groupe de 8 maximum. Et au lieu de passer 1 heure en souterrain, on passe 2 heures. Donc autant dire que là, on va partout. On va partout, même dans des endroits un petit peu plus... Cette visite est un peu plus sportive, il faut le dire. Par exemple, il y a des endroits où il faut se mettre à 4 pattes pour accéder dans un endroit... d'une galerie médiévale et elle a observé comment ils ont évacué les fumées créées par les bûchers qu'ils avaient créés pour exploiter le minerai. Donc cette visite privilège, c'est 2 heures souterrain, un parcours un peu plus sportif, une visite vraiment approfondie, sportive. Et pour couronner le tout, c'est à la fin de la visite, on s'arrête sous terre et on prend le temps de discuter, de se rencontrer entre les visiteurs et le guide, et tout ça autour d'un apéritif dînatoire. Dans une salle qu'on appelle la salle du chaos. C'est prometteur. On a créé aussi d'autres visites, par exemple une visite qui est théâtralisée.
On a une animatrice, Myriam, qui joue le rôle de la cantinière du 19e siècle. On a retrouvé des infos dans les archives. Elle s'appelait Madeleine Bordassol, et cette Madame Bordassol, pour cette visite théâtralisée, elle va emmener nos visiteurs sous terre, alors qu'elle n'a pas le droit. Les visiteurs, les femmes sont interdites dans la mine au milieu du 19e siècle. Donc en cachette, elle va emmener les visiteurs dans ces galeries normalement interdites aux femmes. Voilà, une visite qui promet, en tout cas avec pas mal de caractère. On a une visite décalée également. Cette visite décalée, là, c'est vraiment les visiteurs qui sont pleinement acteurs de leur visite, à l'aide de reconstitutions, de petits jeux, d'énigmes, de manipulation d'objets, d'expériences. Ça se transforme. Ouais, tout à fait. C'est les visiteurs qui vont découvrir les innombrables secrets des galeries, en mettant la main à la pâte, quoi. Une façon amusante de découvrir ce monde souterrain. Également, des jeux ont vu le jour. Oui, depuis 2018, on s'est dit qu'on voulait attirer tout type de clientèle, parce qu'il en faut pour tous les goûts, et pour attirer peut-être une clientèle plus jeune, qui n'a pas forcément envie du côté trop culturel de la visite guidée, et bien on s'est dit pourquoi pas des jeux sous terre. Mais alors pas n'importe quel jeu, nous on voulait vraiment faire quelque chose d'original mais de complémentaire à la visite. Notre but c'est vraiment de valoriser le patrimoine minier, donc on n'a pas fait n'importe quoi dans la mine et à l'extérieur. Et bien au bout de quelques années, depuis ces dernières années, on a réussi à créer 3 jeux. Un premier qui s'appelle l'Escape Mine, la découverte du siècle. Alors Bruno, il a dit beaucoup de choses tout à l'heure, mais il cache bien son jeu, parce que l'année dernière, il a retrouvé quelque chose d'assez extraordinaire dans la mine, mais il veut pas trop dire quoi. Donc là, les joueurs vont aller dans une salle de la mine, une galerie souterraine, une salle souterraine où on a un atelier du 19e siècle. Et ces joueurs sont censés être des journalistes qui vont aller enquêter et mener l'enquête pendant 1 heure. Ils doivent trouver quelle est la fameuse découverte faite par les archéologues l'année dernière. Et le final est assez décoiffant, et à la fin, il y a une fabuleuse découverte. Je peux pas en dire plus. Un second jeu qui se trouve sous terre a été créé en 2021. Il s'appelle l'Odyssée souterraine. Lui, c'est un jeu qui est plus dans l'esprit familial. Puis jeu de piste itinérant. Ce qui est sympa, c'est que il faut résoudre des énigmes, et plus on réussit, plus on avance, donc plus on explore la mine. Donc il y a ce côté un peu aventure qui prend le dessus dans ce type de jeu, avec là aussi que des énigmes qui sont en rapport avec l'exploitation de la mine, avec la géologie locale, avec le patrimoine local, et les bonnes équipes vont réussir à parcourir jusqu'à 300 mètres de galerie, donc en allant dans des endroits vraiment particulièrement sympathiques, jolis, esthétiques. Puis les moins bonnes équipes, tant pis pour eux, ils vont faire que 3 mètres. Non, je rigole, parce qu'en fait on a un animateur qui est toujours présent sur place avec eux, et évidemment on est là pour les aider et pour qu'ils puissent pleinement profiter. Depuis 2022, on a créé un jeu dans le château de l'Argentière, juste à côté du musée, donc dans la petite ville de l'Argentière. Et ce château, il a la particularité d'avoir logé un des directeurs de la mine avant Pierre Suquet. Ce directeur, il s'appelait Duclos de Boussois. Et Duclos, lui, il a géré la mine entre 1847 et 1851. Pendant 4 ans, il a fait certaines avancées techniques dans la mine, mais par contre, il gérait très très mal son affaire. Si mal qu'il y a des mineurs qui n'étaient pas payés depuis plusieurs mois, il y a eu des petites grèves, il y a eu des choses pas très sympathiques, et il a même fini le 13 avril 1851 par se faire la malle. Il est parti, il s'est enfui à pied de la mine, et ça nous a fait réfléchir, Grand-Berger, et après l'analyse de différentes archives, on a reconstitué dans le château où il habitait, dans la cave du château, on a reconstitué ce qu'il y avait à l'époque, puisque d'après un inventaire, on sait exactement ce qu'il y avait dans telle et telle pièce. Et dans la petite histoire, on sait même que le soir même où il est parti de la mine, sa femme a voulu le rejoindre avec une malle. Les mineurs pensaient peut-être qu'il y avait leur paye, allez savoir, ou des documents comptables, on sait pas trop. Et les mineurs ont arrêté sa femme. Ça, c'est la vraie histoire, hein. Et le lendemain, avec le juge de paix, ils ont ouvert la malle, ils ont
fait la liste de tout ce qu'il y avait dedans. Et nous, évidemment, en analysant tout ça, on a créé un jeu qui s'appelle On se fait la malle. Déjà parce que lui, il s'est fait la malle, et en plus parce que il faut, pour les joueurs qui sont censés être des mineurs non payés depuis 3 mois, il faut qu'ils trouvent la malle parce qu'il y a peut-être leur paye dedans. Et il y a une belle surprise à la clé également dans la malle pour ceux qui arrivent au bout du jeu. Donc tous ces jeux sont accompagnés, guidés, de 3 à 6 joueurs. Et voilà, à chaque fois ça dure 1 heure. Et pour les visites comme pour les jeux, il faut penser à réserver pour avoir des informations précises sur les différentes étapes de la visite que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, comme pour l'équipement, de bonnes chaussures aux pieds pour descendre à la mine, des habits chauds parce qu'il fait 10 à 12 degrés, mais très humide dans la mine, ça contraste par rapport à l'extérieur. Et vous continuez les fouilles, mais pas que. Il y a eu des nouveautés en 2023, il y en aura encore beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup en régie, mais on s'entoure aussi avec des partenaires. Depuis quelques années, on est par exemple labellisé Esprit Parc avec le parc national des Écrins, parce que il y a une valorisation du patrimoine naturel, du patrimoine humain bâti quelque part par les mineurs qui ont forgé ces galeries au sein de la montagne. Donc en Esprit Parc, et avec eux, on va faire des partenariats et des animations, par exemple avec des gardes du parc, où nous-mêmes on va intervenir également ponctuellement. Par exemple cette année pour les 50 ans du parc, on a fait des animations avec Bruno qui est allé faire une conférence avec des animateurs qui sont partis à la maison du parc à Val-Louise pour faire découvrir aux enfants des écoles la mine d'argent, etc. Depuis plusieurs années, on fait partie du réseau NSE également, Nature, Sciences, Environnement, qui rassemble beaucoup d'acteurs scientifiques au niveau du Grand Briançonnais. Ça va des sites qui sont ouverts à la visite, la Maison du Soleil à Saint-Véran, la Maison de la Géologie de Briançon, le Jardin du Lautaret au col du même nom, par exemple, comme des accompagnateurs de moyenne montagne qui sont formés à la géologie ou à l'astronomie ou plutôt à la flore. Donc tout ça pour monter entre nous, monter des projets de valorisation scientifique, voire des chantiers participatifs, par exemple. On est en train de travailler à élaborer ensemble toute une organisation autour du tourisme scientifique sur le Grand Briançonnais. Et la mine d'argent de l'Argentière, évidemment, en fait pleinement partie. Comment on fait pour venir visiter ? Alors pour venir visiter, on a un site internet qui présente toutes les différentes animations possibles sur l'Argentière, donc tout est bien décrit. Les tarifs également sont mis à jour régulièrement, et donc on peut faire une réservation en ligne, avec toutes les informations évidemment sur les plannings comme sur le matériel à prévoir. Et puis bien sûr il y a le téléphone avec un standard qui est présent, un numéro, vous nous appelez au 04 92 23 02 94, et soit vous tombez sur le répondeur quand on est en train de faire des travaux ou quand on est déjà en train de faire des prestations, mais en tout cas si les gens n'hésitent pas à nous laisser un message, on les rappelle et on essaie de caler un rendez-vous qui sera forcément au musée pour le règlement de la prestation, plus démarrer ces prestations-là. Le site internet de la mine d'argent, c'est mine-argent-fournel.com, mine mines-argent-fournel.com. Quelques infos pratiques, on ne vient pas en tongs dans la mine. Il vaut mieux éviter. Pour tout ce qui se fait à la mine, il faut bien penser qu'il y a un sentier de 80 mètres de dénivelé, un sentier de montagne qui est un peu caillouteux à descendre pour accéder jusqu'à l'entrée de la mine. Donc ça, c'est déjà effectivement la première étape. De bonnes chaussures aux pieds, chaussures fermées, chaussures de montagne, c'est l'idéal, et au pire des baskets. Et une fois sous terre, chaque prestation dure 1 heure, que ce soit un jeu ou la visite, 1 heure minimum.
et il fait frais, hein. Les 10 degrés, ça peut paraître sympathique lorsqu'il y a la canicule à l'extérieur, mais on peut très vite se rendre compte qu'il fait frais au bout de 10 minutes, et il n'est pas rare d'entendre des gens nous dire « Ah oui, quand même !» Donc il faut prévoir de quoi se couvrir. Ouais. Il faut prévoir de quoi se couvrir, le corps il n'a pas forcément l'habitude de cette humidité permanente. Merci beaucoup. Eh ben merci Laura.